Nous sommes avec Régis Jantet. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste indépendant, vous êtes écrivain et vous êtes auteur de Notre homme à Washington aux éditions Grasset. Vous vous penchez dans ce livre sur les liens entre Donald Trump et Moscou. Une histoire presque d'amour. Longue. Vous nous le direz. Longue en tout cas. Une liaison qui a débuté dans les années 70. Je pense que beaucoup l'ignorent. Ça a débuté dans les années 70 et qui n'a donc jamais pris fin. Avant de nous dire si Donald Trump est un agent russe qui va être potentiellement élu en novembre prochain. Avant de nous dire si vous pensez que c'est plutôt un idiot utile à vous lire, c'est pire. D'abord, revenons sur la genèse donc, de cette histoire. On est dans les années 70. Le 45e président des États-Unis a été repéré alors qu'il n'avait qu'une trentaine d'années. Il était un jeune d'affaires et il rencontre une jolie blonde tchèque. La Tchécoslovaquie, à l'époque, fait partie du glacis socialiste autour de l'URSS, pays, une dictature socialiste. Et il rencontre cette jeune femme, une histoire d'amour. Donc les trois enfants qu'on connaît sont issus de cette union. Mais évidemment, elle revient chaque année au pays pour voir sa famille. Et évidemment, elle est sous l'œil, à cause de son mari notamment, sous l'œil de la STB, la sécurité d'État tchèque. Et la STB est une antenne du KGB, qui a d'ailleurs ses bureaux dans le ministère de l'Intérieur tchèque de l'époque. Et donc, c'est là que probablement Trump entre dans le radar du KGB. On prend des informations sur lui, il n'y a pas d'influence, mais on voit que c'est quelqu'un, une personnalité plutôt d'avenir. Et voilà comment l'histoire commence. En tout cas, sans doute, c'est là que le dossier Trump est ouvert au KGB. Avec l'intermédiaire donc de Ivana et surtout de son papa qui regarde vraiment chaque fait et geste. On le comprend dans votre livre. Oui. Il est repéré, il est suivi après, Donald Trump ? Il va être, il est suivi certainement, effectivement, mais c'est un travail business as usual, comme on dit parfois aux États-Unis. Il va l'être encore davantage ensuite par sa personnalité, par sa carrière à New York, parce que en fait, c'est les années 70 et c'est la première fois que des citoyens soviétiques, notamment des Juifs d'Odessa, d'Ukraine, vont débarquer aux États-Unis à Brighton Beach, et c'est aussi la mafia qui débarque avec, et c'est là que l'histoire prend vraiment corps. Alors c'est l'occasion pour moi de dire qu'il y a plusieurs livres en un, et on en apprend beaucoup également sur la mafia russe, et effectivement sur cette vague qui est arrivée et toutes les histoires qui vont avec, et sur ce point-là également, c'est passionnant. Premier voyage de Donald Trump. On est en 1987, c'est ça ? C'est ça, juillet 87, une opération complètement montée par le KGB, ça, on le voit et je le raconte dans le détail en m'appuyant sur des gens qui ont enquêté dans des livres, au FBI aussi, la CIA, enfin tout le monde s'est intéressé à cette histoire, après souvent, mais c'est vraiment un pur montage du KGB, invité par l'agence Intourist, donc l'agence d'État de tourisme, mais qui en fait, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, est complètement tenue par des gens du KGB ou aujourd'hui du FSB, et parce qu'il s'agit encore une fois de l'approcher, et cette fois-ci on n'est plus simplement dans la collecte d'informations, mais on commence à le recruter d'une certaine façon. Mais est-ce que lui il sait, il a conscience qu'il devient à ce moment-là un agent ? Vous le dites aussi. Oui, ça c'est difficile à dire. Certainement pas un agent. Je crois que c'est quelqu'un qui s'est laissé séduire et qui travaille beaucoup, qui pense beaucoup dans l'immédiat, qui regarde pas d'où vient l'argent parce qu'il est complètement dans son business, dans son ego, dans sa carrière. Et donc ça va lui permettre aussi d'accéder à d'autres niveaux dans la jet set internationale, dans la notoriété. Et je crois que c'est aussi pour ça qu'il se fait avoir, en pensant beaucoup à ses projets en fait. Et au glamour, parce que vous le dites, il aime le glamour russe. Oui, c'est ça. Mais qui l'entoure à ce moment-là ? Parce que ça aussi, vous en parlez. Vous parlez d'une cohorte dont la liste est impressionnante. Est-ce qu'on peut compter même le Kremlin directement dans cette liste-là ? Oui, parce que alors ça c'est difficile, et moi qui suis un spécialiste de la Russie, c'est ce que j'ai pris soin d'expliquer dans cette histoire, c'est que contrairement à l'Occident, par exemple, lorsque vous êtes un mafieux, vous êtes forcément lié au KGB. Et ça c'est la vieille histoire de la mafia soviétique puis russe qui naît en fait au sein du goulag. Enfin, elle existe hors du goulag, mais ensuite elle va exister dans le goulag, et là elle va pouvoir continuer à exister qu'à condition de coopérer avec le pouvoir, à très haut niveau. Et effectivement, la galerie de personnages que je me suis retrouvé à décrire dans ce livre sont des gens qui sont à la fois très haut placés dans la mafia, et en même temps très haut placé, mais vraiment au plus haut niveau, avec des contacts au plus haut niveau au sein des services de sécurité russes, et ils sont tenus. Si tu veux pouvoir faire tes sales business, si je puis dire, alors il faut aussi coopérer avec le pouvoir, et c'est ce qui va se passer. Et aussi, est-ce que Trump est conscient ? Je présume que oui, c'est pas un imbécile non plus, c'est quelqu'un qui... Mais en fait, il va fermer les yeux parce que à chaque fois qu'il va risquer la faillite, et il en a risqué 7 dans son histoire, à chaque fois qu'il va vouloir se
donné une ampleur sur la scène internationale, monter de New York à Washington. À chaque fois, on va avoir des mafieux qui arrivent, qui mettent de l'argent, qui viennent blanchir de l'argent dans ces casinos aussi, et ils vont sauver de la faillite. Des mafieux particulièrement effrayants. On parle quand même, pardonnez-moi l'expression, de gros poissons qui viennent dans ces casinos et qui effectivement utilisent. Et on se rappelle peut-être, pour ceux qui l'ignorent, mais que dans les années 90... Donald Trump, il multiplie les faillites, en effet. Oui. Il perd le contrôle de 3 casinos. Sa compagnie aérienne fait faillite. Il doit vendre son yacht de 85 mètres. Alors, effectivement, il devient une star de la télé, mais au passage, ces gangsters-là, en réalité, à coups de millions, lui donnent un sacré coup de main. Absolument. Par exemple, dans la fameuse Trump Tower, qui est un peu son quartier général, dans Manhattan, tout près de Central Park, que je suis allé visiter à cette occasion, on a eu plusieurs dizaines probablement de mafieux qui ont acheté un appartement, loué par exemple le très célèbre Japonchik, le petit japonais comme on le surnomme, parce que chaque mafieux a son petit klitschka, son petit surnom, et lui par exemple louait pour $180 000 par an un appartement. Et d'autres personnes, je pense à Félix Satter aussi, qui va même être un collaborateur, qui à une époque a sa carte de visite avec en lettres d'or Trump Organization, et qui est quelqu'un qui est très très connecté dans le KGB, qui est un fils de mafieux né à Brighton Beach et qui est jusqu'en 2015. Donc c'est pas simplement le début de l'histoire des années 70-80, mais jusqu'à 2015, au moment où Trump devient candidat, lui revient à ce moment-là dans son entourage, revient le flatter, lui repropose encore de construire une tour Trump Tower à Moscou, ce qui va pas se faire. Et là, il écrit un email que je reprends parce qu'il est incroyable, qui a été révélé par la justice américaine et qui dit: on pourrait faire élire notre homme à la Maison Blanche. Je vais convaincre Poutine qu'il faut y travailler. Et là, on est au cœur du sujet. Et ce qui est fou, c'est que quand il revient de son voyage en 87, Trump, alors je ne dirais pas qu'il est agent ni pro-Poutine, mais il revient et fait des déclarations qui vont franchement dans le sens de ce qu'il dit encore aujourd'hui sur l'OTAN, etc. Bref, il travaille un peu pour la Russie, quoi. Absolument. Et par ailleurs, vous racontez qu'à ce moment-là, il se voit peut-être déjà candidat à l'élection présidentielle un jour. Oui. Et là, on peut avoir un doute parce qu'effectivement, ça lui vient après ce fameux voyage inaugural de juillet 1987. En septembre, effectivement, il achète pour $94 000 des pages comme une publicité où il publie une lettre ouverte dans le New York Times, le Washington Post, le Boston Globe, donc ce qu'il y a de mieux dans la presse américaine, et il dit il faut cesser de financer l'OTAN et tous ces gens qui vivent aux dépens des Américains. Exactement ce qu'il dit aujourd'hui, et on ne peut pas faire plus plaisir à la Russie, à Moscou, qu'elle soit la Moscou soviétique ou la Moscou de Poutine, qu'en disant ça. Et Poutine se plaît toujours à dire que s'il devait choisir, il ne voudrait pas Trump parce qu'il est trop imprévisible. En réalité, il est parfaitement prévisible pour la Russie. Depuis les années 80 quand même. Et il est constant. Visiblement. Alors il y a plein de choses étonnantes dans ce livre. Et donc on apprend d'une ancienne de la CIA que visiblement il donne du fil à retordre aux Russes, Trump, parce que à vrai dire le type est ingérable. Oui. Parce que alors c'est pas un agent en fait en tant que tel. Un agent, c'est quelqu'un qui sait qu'il travaille pour un service, on le paie pour ça, il rapporte de l'information ou il fait un travail d'influence. Lui, c'est plus complexe que ça, et le vocabulaire qui sort, et ça m'est confié par des gens de la communauté du renseignement américain, on parle, et selon eux, le KGB on le qualifie de contact confidentiel. Donc ça, c'est quelqu'un qu'on cultive, qui n'est pas payé en tant que tel pour chaque prestation, pour chaque dossier qu'il remet. On n'imagine pas Trump sur son ordinateur rédigeant son petit rapport, ça ne marche pas comme ça. En revanche, on le cultive avec des mafieux qui, de temps en temps, au bon moment, viennent mettre de l'argent, des oligarques. Par exemple, sa villa de Palm Beach qu'il avait achetée en 2004 pour 41 millions. Entre 2004 et 2008, le marché reste stable, il ne fait aucun travaux dans cette villa. Elle lui est rachetée par un oligarque 95 millions 4 ans plus tard. Bénéfice de 50 millions comme ça. On est en 2008, c'est la crise financière. Et là, on est en 2008. En effet, on est vraiment au début de l'histoire, mais il y a tellement de choses à raconter. Et notamment, une histoire folle dans l'histoire. Vous racontez qu'à l'époque, dans ces années 80-90, ça passe sous les radars, des liens entre Trump et la Russie, par exemple, mais pas seulement, parce que ces histoires, elles fleurissent, mais le FBI n'a pas, dans les années 70-80, l'expertise suffisante, n'a pas de russophone, par exemple, dans ses rangs. Oui. Pour essayer de capter les liens et les échanges entre les deux nations. Ça se perd effectivement plutôt dans les années 80, après Reagan, une fois que le moment, notamment que l'URSS ensuite va tomber, évidemment en 91, ils désinvestissent ce terrain-là, et puis toute Amérique qu'elle soit, elle n'a pas les moyens d'être partout, donc on va s'occuper d'autre chose, plus tard du terrorisme après 2001, etc. Et donc on désinvestit ce terrain, et c'est à ce moment-là précisément, où la Poutine est en pleine croissance jusqu'à ce qu'on sait ce qu'il est aujourd'hui, et bien
qu'on va avoir des gens qui viennent approcher Trump jusqu'à ce que cette incroyable opération, en partie fortuite, mais d'influence sur l'élection américaine de 2015-2016. Mais donc, 2000, il n'est pas tout de suite dans son giron à Vladimir Poutine, Donald Trump, ça ne se passe pas là. 2013, ça devient un peu plus sérieux. Et en réalité, vous nous apprenez que Vladimir Poutine, déjà à l'époque, est une idole pour Donald Trump. Oui. C'est ça, vous dites, en 2013, Donald Trump a fait plusieurs voyages en Russie où il rêvait de rencontrer Poutine. Oui. C'est un peu son idole. Ça l'aidait aussi à avoir une image, une stature internationale. Il avait besoin de s'afficher comme faisant partie d'une sorte de jet-set politique. Oui, c'est ça. Trump, c'est quand même quelqu'un qui... À la fois, il a une constance vis-à-vis de la Russie, certainement par son ADN politique, très à droite, républicain, même si à une époque, il a rêvé aussi d'être démocrate. Donc, c'est l'ambitieux qui cherche toutes les portes pour pouvoir avoir un succès. Mais effectivement, il a besoin de cette stature et il rêve de construire une tour à Moscou qui ne va jamais se construire, mais qui effectivement lui donne cette stature. Il suffit d'en parler, à vrai dire. Et ça, c'est effectivement important. Poutine va l'ignorer d'ailleurs. En 2013, ils veulent le voir, il ne le rencontre pas à cette occasion. Il l'a rencontré ensuite que président à Hambourg en 2017 pour la première fois. Yael Gauz lève le doigt. Est-ce que les Américains, c'est fou, peu de gens connaissent ce passé sulfureux, ambigu, pro-russe de Trump. Est-ce que les Américains, l'opinion publique américaine a conscience de ce passé-là, de cet historique-là et des conséquences possibles pour leur propre pays? Pas véritablement, je crois, en tout cas pas dans son électorat qui est complètement concentré sur autre chose, le fameux électorat MAGA, Make America Great Again, et qui ne voit pas ça. Si vous leur expliquez, vous direz fake news Probablement, regardez ce qui s'est passé lorsque son procès s'est ouvert pour avoir acheté les services puis vouloir faire taire une actrice porno qu'il avait, alors que c'est un électorat chrétien qui se dit défenseur des valeurs, alors que son épouse est en train de donner naissance à leur fils, il a cette rencontre avec cette prostituée. Donc, et l'électorat reste inébranlable parce que c'est probablement pas ça la question et qu'il y a d'autres choses qui viennent travailler la société américaine. Donc sur Poutine, non. Et le cœur même de l'électorat MAGA, ce qu'a fait Trump aussi, moi je suis pas un spécialiste de politique américaine, mais j'ai dû vraiment m'y tremper pour ce livre, c'est quand même quelqu'un qui a complètement renversé le parti républicain, qui l'a fait changer. Historiquement, c'est aussi le parti de Reagan, c'est quand même des gens qui sont opposés évidemment au communisme et donc à la Russie. Et il a fait changer ça parce que c'est le fantasme du grand homme, des grandes puissances. Et ça, c'est une constante chez Trump dès 1984. D'accord. Il ne jure, on voit que sa relation avec la Russie, elle est déjà écrite. Il veut s'imposer comme médiateur dans le domaine du nucléaire entre la Russie et l'URSS, alors qu'il n'est qu'un développeur immobilier, il doute de rien, c'est aussi sa personnalité. Et à ce moment-là, en gros, ce qu'il explique, c'est qu'on va s'entendre avec les soviétiques, mais les deux seuls qui garderaient la bombe nucléaire sur Terre, ce sont les États-Unis et l'Union soviétique. C'est tout ce que Moscou veut entendre déjà aussi. Alors, le temps file et on ne peut pas revenir sur tout, mais bien sûr, le point d'orgue, c'est 2016 avec l'élection et déjà l'ingérence via les mails dans l'élection avec Hillary Clinton. Et depuis, forme-t-il un vrai duo ? Vous le savez, le journaliste américain Bob Woodward affirme que Vladimir Poutine et Donald Trump se sont entretenus pas moins de 7 fois depuis son départ de la Maison-Blanche. Donc, je viens à la question initiale de cet entretien. Est-il aujourd'hui un agent de Poutine, Donald Trump ? Est-il même son idiot utile parce que pour vous, c'est pire encore ? Oui, c'est-à-dire que pire, ça voudrait dire que effectivement, c'est peut-être pas un agent au sens technique qu'on utilise dans les services de sécurité, comme je disais, au sens où tu me donnes de l'information, je te paie pour ça. C'est beaucoup plus important. Et c'est pire encore parce qu'il y a une adhésion de fond. En fait, ces deux hommes sont très différents. Évidemment, le monde de Poutine, soviétique, né dans les années 70, la guerre froide, et Trump, homme d'affaires, flamboyant, flirtant avec la mafia aux États-Unis, mafia italo-américaine et puis soviétique. Mais ils sont très différents. En revanche, ils s'entendent sur des fondamentaux. La haine de la démocratie, en réalité. Trump dit toujours « I hate nice people ». Je déteste les belles gens, ceux qui ont des belles pensées et qui défendent les droits de l'homme. C'est pas ça qui l'intéresse. Fantasme de grandeur. « Make America Great Again ». On pourrait le dire pour la Russie aussi, de Poutine. La seule chose que Poutine veut, c'est faire que la Russie redevienne grande. C'est pour ça qu'il fait la guerre un peu partout. Ils ont un autre point commun qui remonte quasiment à l'enfance. C'est l'éducation et c'est le milieu entre le Queens de Trump et la mafia rouge que vous décrivez à New York. Et vous expliquez, pardon, je prends un tout petit peu le temps, mais le père de Trump lui apprend un mantra très important, c'est
attaquer, ne jamais s'excuser. Et quelque part, c'est aussi du Poutine, ça. C'est exactement. Alors c'est son deuxième père, si j'ose dire, qui est un avocat, qui était un avocat de la mafia, qui va lui apprendre ça, et qui est vraiment quelqu'un de très important dans sa formation. Mais vous avez raison de souligner ce point. Je crois que c'est vraiment très important. C'est leur origine sociale. Les deux ne viennent pas de l'élite, disons, intellectuelle, bourgeoise. Le Queens, c'est un quartier populaire de New York, et après, lui va rêver en quelque sorte d'aller sur Manhattan, et c'est là qu'il construit notamment la Trump Tower. Et Poutine, c'est ça aussi. C'est quelqu'un qui, même au sein du KGB, dont il a rêvé toute sa vie, parce qu'il regardait enfant les séries télévisées soviétiques sur des espions défendant la patrie rouge, etc. Et il n'a jamais réussi à percer parce qu'il venait pas du sérail. Et là, on a un vrai point commun qui explique aussi le règne des démocrates américains, des Européens. Mais on voit à quel point c'est profond. Et en ça, c'est vraiment passionnant. Claire Fournier et Hélène Bonnet ont des questions pour vous. Claire Fournier. Je vais vous faire réagir à ces images. La longue interview accordée par Vladimir Poutine il y a quelques mois à l'ex-présentateur de Fox News, Tucker Carlson. On ne sait pas si c'est une opération qui avait été commandée par Donald Trump ou pas. Mais en tout cas, je m'interroge à qui il s'adresse, Vladimir Poutine, lorsqu'il va chez Tucker Carlson. Il veut convaincre les Trumpistes qui sont déjà assez convaincus de sa cause. Je crois qu'il travaille effectivement l'opinion américaine à ce moment-là, et c'est comme toujours avec Trump. Et pour lui, c'est un objet assez facile à manipuler, parce qu'il y a beaucoup d'ego, beaucoup de questions d'image, et on le voit en permanence. C'est ce que raconte aussi Bob Woodward dans son livre, avec ce qui se passe à Hambourg, où là, Poutine va comment dire, mettre dans la tête de Trump que les Ukrainiens sont vraiment contre lui, etc., qu'il ne faut pas les défendre. Mais pour Poutine, c'est fondamental. Dès lors que les États-Unis n'arment plus l'Ukraine, le conflit est probablement joué à ce moment-là. Donc je crois que Poutine, effectivement, sait très bien à qui il parle, et il parle à l'électorat républicain et autres américains, probablement. Alors, une question très spécifique d'Hélène Bonnet, parce que je précise pour vos téléspectateurs, je ne l'ai pas dit en introduction, vous êtes un grand spécialiste de l'ex-URSS et vous vivez à Tbilissi. Oui. Hélène a une question pour vous. Eh bien, il va y avoir des élections en Géorgie le 26 octobre prochain, et si je schématise, en gros, il y a le pouvoir pro-russe et l'opposition pro-européenne. Vous ne schématisez pas. Que va-t-il se passer, selon vous? Derrière l'oligarque qui tient ce pays, c'est aussi un milliardaire. C'est très impressionnant de voir comment un milliardaire comme ça peut complètement décider, changer le cours, dévoyer le cours historique d'un pays qui rêve d'Occident depuis 2 siècles. C'est pas quelque chose de nouveau. La question de l'OTAN, tout ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est vraiment une trajectoire historique. Et je crois que la Géorgie est en train de faire un virage à 180 degrés pour revenir dans l'orbite russe, alors que 80% de la population dit rêver de voir leur pays devenir membre de l'Union européenne, parce que l'Europe, c'est la richesse, mais c'est aussi des valeurs, etc. Et donc, ça risque de mal se passer, parce que voilà, on a une population qui est amenée, qui est emmenée dans une direction qu'elle ne veut pas. Comme par hasard, cet oligarque qui tient vraiment tout le pays, c'est une sorte d'autocratie aujourd'hui, rêve de voir M. Trump élu à la Maison-Blanche, parce que l'élection de Trump, évidemment, aurait un impact certainement immédiat sur la guerre en Ukraine. Je crois vraiment qu'il fera ce qu'il dit. Comme il dit, je veux régler le conflit en 24 heures. Vous n'allez pas faire changer de Poutine d'idée en 24 heures. Donc c'est probablement en désarmant l'Ukraine et en la forçant à faire des concessions majeures sur sa souveraineté que vous pouvez le faire. Et ça aura aussi un impact dans tous ces pays, dont la Géorgie, avec potentiellement de la déstabilisation pour les mois et années à venir. Donc les pro-russes peuvent gagner le 26 prochain, et ça peut très mal se passer dans la rue. Ils sont absolument favoris aussi, parce qu'ils vont manipuler les élections. Parce qu'une autocratie, c'est pas simplement l'autocrate qui décide. Il faut manipuler, il faut raconter des mensonges, il faut acheter une partie de la population. Par exemple, au printemps dernier, c'est un petit pays, la Géorgie, 3,7 millions d'habitants, 2,5 ou 7 millions de votants. On a fait une loi où on offre tout d'un coup, juste avant l'élection, une aide sociale de 100 euros par mois, quand le salaire mensuel est de 300 euros. Donc, augmentation de 33% de votre salaire quand vous êtes dans la misère. C'est de ça dont il est question, pour 600 000 personnes. Eh bien, on suivra cette élection, et peut-être même ensemble à distance. Merci beaucoup d'avoir été notre invité à tous. Merci à vous.